J'ai été j'ai été prof dans le secondaire, en collège. Ça ne me convenait pas. Je trouvais que le contact avec les élèves était trop rapide. On n'avait pas la possibilité de les connaître, puis de savoir exactement où le bas blessait pour les aider. À la Croix-Rousse, par exemple, j'avais connu une jeune fille qui avait 14 ans, qui était en troisième, et qui avait un bébé qui avait été mis à la porte de chez elle par ses parents et qui vivait avec son compagnon, comme elle pouvait. Donc il y avait des choses comme ça où finalement on se retrouve face à... On n'a pas le temps de suivre ces personnes-là. Et je n'envisageais pas mon métier en venant porter la bonne parole, parce que l'enseignement, c'est pas ça. Donc du coup, j'ai été faire un stage aussi du côté de Francheville aussi, où j'ai été dans un collège où là, alors c'était pas de l'agisme, mais c'était quelqu'un qui ne supportait pas les femmes. Alors Oui, le principal. Donc du coup, on s'est un petit peu attrapé parce que moi je supporte pas ça. Donc je suis partie à l'autre bout, à Villeurbanne et à Vaux-en-Velin. J'ai fait tous les postes dans l'enseignement primaire déjà. Okay. Je ne suis pas restée sur un truc très particulier où je vois des gens qui restent sur la même classe toute leur vie. Bon. Moi j'ai changé sans arrêt c'était une époque aussi où on s'attaquait aux causes de l'illettrisme. Ça fourmillait d'idées, il y avait beaucoup d'expériences qui étaient menées, qu'on reprend maintenant. Enfin, après, j'ai fait la direction de l'école, d'une grosse école. Après, j'en avais assez. Je suis allée voir l'enseignement handicapé, chez les handicapés. Je suis restée 6 ans là-bas. 6 ans, oui, un peu plus même. Et puis après, je suis arrivée à la retraite, quoi. Oui. Voilà. Mais j'étais contente de m'arrêter, là, par contre, parce que j'étais fatiguée. Je suis tout le temps engagée à droite à gauche à faire des tas de choses, à fréquenter des milieux intergénérationnels. Enfin, je suis complètement dans l'intergénérationnel, donc j'ai pas l'impression... Je me préoccupe pas de mon âge déjà. De temps en temps, je m'arrête et je me dis ah oui, quand même. Mais c'est tout. Je m'arrête pas là-dessus. On est dans un milieu ici à Vaux-en-Velin où il y a beaucoup de gens d'origine immigrée, beaucoup de gens qui sont d'origine méditerranéenne et pour lesquels les gens âgés sont très considérés, contrairement au nord de l'Europe. Il y a réellement une différence de regard. Je pense qu'on considère les vieilles personnes d'une façon différente. Toute l'Afrique noire et l'Afrique du Nord arabe, maghrébine, ce sont des zones où on sait que les gens sont âgés, on en tient compte, mais c'est pas comment dire, c'est pas un empêchement de vivre pour les autres, même si c'est une charge parfois. Oui. Mais ils ont beaucoup de considération. D'accord. Okay. Donc il y a de l'attention qui est portée comme vers n'importe qui. Enfin moi je l'ai jamais ressenti en tout cas. Okay. Je pense que quelque part il y a un fait de société qui fait qu'on a tendance probablement à isoler les plus âgés au profit des plus jeunes. Peut-être aussi parce que c'est vrai qu'en France, on a une façon de considérer la vie qui est quand même assez particulière. Ne serait-ce que quand on voit par exemple les grèves qu'il y a maintenant à propos de la retraite, où c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Tout le monde veut être à la retraite très vite. Alors que moi, j'ai toujours eu un plaisir extraordinaire à travailler. J'ai été jusqu'au bout et puis je continue quelque part de travailler, quoi, d'être active.
dans le milieu associatif, à droite, à gauche, je continue d'être active. Donc, quelque part, cette pensée-là m'est étrangère. Donc, à partir du moment où on raisonne de cette façon-là, qu'on va être à la retraite très tôt, bah, automatiquement, quand on arrive à la cinquantaine, on se dit qu'on est de l'autre côté du monde du travail et qu'on va profiter de la retraite. Donc, quelque part, c'est un mode de pensée, je crois, qui est général. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que je ne me sens pas vraiment concernée par ça. Maintenant, les gens qui sont à la retraite eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes. Moi, je dirais plusieurs... Il y en a qui profitent de leur retraite, qui ont les moyens financiers de le faire, qui voyagent de partout, qui sont très curieux des choses, etc. Donc, on va dire qu'ils vont consommer un monde culturel qui est, je vais être assez féroce, plus ou moins formaté pour eux, quelque part, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès financièrement, et parce qu'ils travaillent, etc. Donc le monde culturel qui est offert est extrêmement fréquenté par les retraités. Quand je vais à droite au théâtre ou je regarde le public, je dis ah oui, voilà. Donc il y a une partie de la population qui a cette possibilité-là. Il y a une autre partie de la population qui est tellement usée par le travail, ça c'est une réalité aussi, qu'elle n'a pas le courage de faire quoi que ce soit d'autre que de consommer ce qu'on lui propose par l'intermédiaire des services sociaux. Et je dis même pas du monde culturel, là, je dis des services sociaux. Moi, je fais partie d'un comité des seniors, par exemple, et je vois la zone des retraités, là. Eh bien, on propose des activités aux gens qui sont à la retraite. Ils deviennent consommateurs, mais pas du tout acteurs. Et il y a une troisième catégorie, je crois, de retraités qui, eux, sont complètement engagés dans la vie encore, dans le monde associatif, qui transmettent des quantités de choses, qui sont toujours à la pointe de quelque chose à proposer, et ceux-là ne vieillissent pas. Oui, moi je pense que j'ai 78 ans, bientôt, et je ne me considère pas comme étant... Enfin, je me sens âgée par le physique, parce que mon physique ne suit pas. Alors j'y vais, puis d'un seul coup, j'ai le physique qui m'arrête. Et je me dis, ah oui, d'accord, donc il faut que je ralentisse, il faut que j'en fasse moins, que je fasse... Voilà. Mais j'ai toujours envie, comment dire, de manger la vie. Et finalement, c'est peut-être cette catégorie de personnes-là qui est moins victime de l'agisme. Oui. Et qui du coup, ne tient peut-être pas de propos agistes. Non, parce que je discute aussi bien avec Alou que je discute avec quelqu'un qui a mon âge ou plus. C'est pour ça que quand vous m'avez dit que vous veniez pour l'agisme, je me suis dit, je ne me sens pas complètement concernée. Et vos en amis plus, comment? Et vos amis les personnes, les femmes un peu âgées que je fréquente sont aussi des femmes qui sont engagées. Bon. Et qui considèrent qu'effectivement, on propose aux gens, on propose aux gens de consommer. Alors du coup, ils ne s'engagent pas. À partir du moment où on vous propose quelque chose sur un plat, vous n'allez pas chercher à cuisiner. C'est vrai. Hein, c'est très, très, très pragmatique, mais c'est comme ça. Donc, par chance, on est dans une ville où sont proposés donc, de la démocratie participative. Et donc, les seniors constituent un conseil des seniors et on essaye de les impliquer à l'intérieur de projets pour la ville, en direction de la transmission, etc. D'autant plus que je crois que quand on vieillit, on a tendance à se renfermer aussi. Si on ne va pas vers les autres, ce n'est pas les autres qui vont venir vers vous quand on commence à être âgé. Ça fonctionne comme dans la vie normale.
Si même vous, à 20 ans, vous n'allez pas vers les autres, vous avez moins de chances pour que les autres viennent vers vous. Et c'est aussi cette capacité de tisser du lien. Au début, sans trop de problèmes, le téléphone a bien fonctionné. Et on est resté en relation beaucoup par téléphone. Moi, j'ai la chance aussi d'habiter à côté d'une zone maraîchère. Donc, je sortais tous les jours promener mon chien. C'est comme s'il n'y avait pas de Covid, quoi. J'ai continué à vivre de la même manière. La seule chose, c'est que j'étais obligée de porter le masque pour aller faire des courses, des choses comme ça. Et puis de remplir ce papier pour sortir. C'est vrai que quand on vit complètement en ville, on a le travail, et puis après, dès qu'on quitte le travail, on a une vie sociale à l'extérieur, on sort faire un tour dans les magasins, aller manger une pizza, enfin, etc. Des choses comme ça qui se passent pendant cette vie-là. Quand on est retraité, on sort beaucoup moins dans cette perspective-là. Parce qu'on peut sortir dans la journée, on n'est pas bloqué par le travail, donc on peut sortir dans la journée. Donc on n'a pas ce besoin, après le travail, de sortir. En plus, quand on est confiné chez soi avec le travail aussi, on a ce besoin de sortir aussi, ça c'est clair, oui. En tant que retraité, moi je ne l'avais pas. Par contre, après, il y a une fatigue, une lourdeur qui s'installe. Oui, forcément. Oui. Et donc, on se laisse un peu gagner par cette espèce de fond de déprime que manifestent les gens aussi. Je me dis, il vaut mieux quand même que ce soit une personne âgée qui parte qu'un bébé. On a vécu, donc il est normal qu'à un moment donné, on parte. Voilà. Bon, ça sera par la maladie, ça sera par la maladie. Si c'était pas la grippe ou le Covid, ça serait le cancer ou n'importe quelle autre chose de ce type-là. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit en fin de vie, enfin, sur le déclin de sa vie plutôt, pas en fin de vie, mais qui amorce la partie de sa vie où il va aller vers la mort, qu'un jeune de 20 ans ou un enfant, ou même quelqu'un qui en a 30 ou 40. Il faut être, droit dans ses bottes, si j'ose dire. Dire, oui, on est, on meurt. Donc, on ne va pas en faire une maladie, on sait qu'on va mourir. Il faut par contre apprivoiser l'idée de mort, ça c'est autre chose. Et pendant le Covid, c'est peut-être ce qui s'est passé. Il fallait apprivoiser l'idée de la mort. Et même peut-être pour les plus jeunes. Le fait d'être confiné comme ça, d'un seul coup, ça a rendu la mort plus présente. Et je pense que c'est un peu ça qui a créé cette lourdeur, cette déprime un petit peu à un moment donné, parce qu'il n'y avait pas de perspective, on entrait dans un processus de mort quelque part. Et ça plombe un peu les gens. Alors quand c'est conscient, on arrive à regarder les choses et puis à les maîtriser quelque part par la raison. Mais quand c'est pas conscient, on se laisse un peu gangréner, je pense. On a des vies très séparées. Alou, il a sa vie, moi j'ai ma vie. Je connais ses amis, il connaît une partie des miens aussi. On mange ensemble, parfois avec les amis, parfois sans les amis. S'il n'a pas envie, il ne vient pas. S'il a envie, il vient. D'avoir une compagnie à l'intérieur de la maison qui sécurise malgré tout en cas de difficulté. D'avoir un contact permanent avec quelqu'un, pas passer des soirées devant la télé, même si ça se passe quand même malgré tout comme ça aussi. On vit avec l'époque qu'on vit, quoi. Mais pas passer une journée sans rencontrer quelqu'un, par exemple. Alors moi, je le prêche, je pourrais dire ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de partager leur intimité avec quelqu'un. J'estime que moi, je suis très en retard technologiquement. Mais ça, c'est parce que j'ai jamais été formée à ça. Et donc, heureusement qu'il est là. Parce que du coup, il
il me renseigne. J'ai appris ce que c'était que les réseaux sociaux, par exemple. Quoi d'autre? Les capacités physiques, bon, bah, il en a beaucoup plus que moi, il n'y a pas de souci. Avec Alou? Non. T'as eu des difficultés à... Je t'ai embêté? Non, Si, je t'embête peut-être quand j'écoute la télé et puis que toi t'es dans ta chambre. Non, même pas. Mais bon, non, on a... on s'est bien rodé l'un à l'autre, je pense, d'autant plus qu'il y a aussi une différence de religion, par exemple, ça aurait pu être un problème, ça l'est pas du tout aussi. Hein. Bon, lui, autant que moi, on est extrêmement ouvert. En plus, ça donne lieu à des discussions qui sont vachement intéressantes. Voilà, comment dire, j'attendais pas de l'aide particulière, sinon une présence.